Sur la photo, vous voyez la plaque d'accueil du cabinet du ministre wallon du bien-être animal. Je vous explique pourquoi c'est tellement unique, parce que je pense qu'en Europe, effectivement, on est le seul pays où le bien-être animal comme compétence est dans la titulature du ministre. Donc, en Belgique, le bien-être animal en tant que compétence politique est géré de façon assez unique. Il existe dans cette manière une dynamique positive à laquelle Gaïa a fortement contribué. Dans cette présentation, je vais essayer de vous donner un aperçu de l'évolution de la compétence politique du bien-être animal et de sa situation actuelle. Une partie importante du travail de Gaïa se focalise donc sur le monde politique, puisque c'est évidemment une manière indispensable d'obtenir du changement en faveur des animaux. Une des particularités du bien-être animal en Belgique est que cette compétence ne dépend plus du ministère de l'Agriculture. C'est une situation presque unique en Europe et qui est véritablement cruciale. Gaïa a beaucoup milité pour que le bien-être animal et l'agriculture soient séparés, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Depuis les dernières élections fédérales, la Belgique compte 3 ministres chargés du bien-être animal. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 régions qui disposent chacune de leur propre gouvernement et de leur propre parlement. Il s'agit de la région wallonne, de la région flamande et de la région de Bruxelles-Capitale. Sur les photos, vous voyez les rencontres organisées entre Gaïa et les 3 ministres peu après leur nomination suite aux élections. Comment on est arrivé à cette situation? Ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Après les élections 2014, le bien-être animal était une compétence fédérale, c'est-à-dire nationale. Donc, comme c'est actuellement le cas en France, les décisions et les lois concernant les animaux étaient prises par un seul ministre, un seul gouvernement et un seul parlement au niveau national. Mais plusieurs partis politiques ont demandé qu'une série de compétences politiques soient régionalisées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent plus du fédéral, mais qu'elles soient gérées par chaque région sur leur territoire. En 2011, une réforme de l'État a donc été décidée. Parmi les compétences régionalisées figurait le bien-être animal. La régionalisation est effective depuis l'année dernière et désormais, donc, les 3 régions ont chacun leur ministre. Mais ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Gaïa a mené des campagnes actives pour parvenir à une vraie prise en compte de cette compétence par le politique. À la création de Gaïa en 1992, on dit 92 ici, oui. Le bien-être animal dépendait du ministère de l'Agriculture, comme c'est toujours le cas dans la majorité des pays de l'Union européenne. Dès nos débuts, nous avons demandé que ces 2 domaines soient scindés. Pourquoi? Parce que cela nous pose un problème de conflit d'intérêts, évidemment. Les intérêts du monde agricole, dont fait partie l'élevage, sont des intérêts financiers et de rentabilité. Par essence, ils vont à l'encontre des normes plus strictes de bien-être animal et a fortiori de l'interdiction de formes d'élevage pour la fourrure, par exemple. Et dans les faits, les intérêts agricoles pèsent toujours plus lourd que les intérêts des animaux. En 1999, un transfert de compétences a eu lieu. Grâce à un travail de pression, Gaïa est parvenue à convaincre la classe politique de transférer le bien-être animal sous le ministère de la Santé publique. Cette compétence a donc échappé au ministre de l'Agriculture pour la première fois. Dès ce moment, une nouvelle dynamique s'est mise en place et nous avons pu obtenir bien plus de résultats en faveur des animaux. À titre d'exemple, Gaïa est rentrée dans le Conseil du bien-être des animaux, mais Jean-Marc vous expliquera, vous donnera les détails plus tard dans son discours comment fonctionne ce Conseil du bien-être des animaux. Nous avons pu donc participer au groupe de travail sur différentes thématiques et plaider pour d'avancées concrètes pour les animaux. Parmi les résultats importants que nous avons obtenus,
On peut évidemment citer l'interdiction des cirques avec animaux sauvages qui a été adoptée en 2013 après des années de campagne intensive. Mais c'est évidemment pas le seul résultat. Nous avons aussi obtenu une interdiction de tests des produits de tabac, par exemple, sur les animaux, des tests sur les grands singes, pour en citer que quelques-uns. Puis en 2011, quand le gouvernement en place a décidé de régionaliser la compétence du bien-être animal, Gaïa a relancé une campagne active avec 2 objectifs prioritaires. 1. Empêcher que le bien-être animal retombe sous le ministère de l'Agriculture, ce qui était un réel risque. Et 2. Assurer la nomination d'un ministre du bien-être animal dans chaque région. En plus de cela, nous avons demandé que cette compétence du bien-être animal apparaisse explicitement dans la titulature des ministres et que ce ne soit donc plus une compétence résiduelle comme avant. Inscrire une compétence explicitement dans la titulature d'un ministère, ça change en effet beaucoup de choses. Ça signifie qu'une vraie politique sera menée à ce sujet, qui a un budget, qui a du personnel au cabinet, etc. Nous avons donc interrogé les différents partis politiques sur leur position concernant ces demandes de Gaïa. Nous avons aussi eu des réunions avec certains d'entre eux pour les convaincre de garder le bien-être animal et l'agriculture scindés. Et sur la base de leurs réponses, nous avons organisé des actions de sensibilisation à l'approche des élections pour informer les électeurs des positions de ces partis. Et nous avons fini par atteindre notre objectif. La Wallonie, la Flandre et Bruxelles comptent donc chacune un ministre chargé explicitement du bien-être des animaux. Lors de notre journée des membres de Gaïa en 2014, en octobre dernier, nous avons invité ces 3 ministres pour un débat croisé. C'était un moment pour nous historique. Nous avons présenté nos objectifs pour la législature et nous avons laissé les ministres répondre. Nous pourrons ainsi évaluer le travail effectué en fin de législature. Maintenant, à part travailler sur le monde politique, évidemment, la sensibilisation des citoyens reste important. Mais tout le monde le sait, changer les lois est un travail de très longue haleine et demande souvent énormément de temps et de patience. Et c'est pourquoi Gaïa agit aussi à d'autres niveaux. Sensibiliser les consommateurs et les citoyens est en effet indispensable pour avoir un impact sur le politique et amener du changement pour les animaux. Le comportement des consommateurs contribue également aux décisions prises par les entreprises, comme les supermarchés, aussi bien que par les politiques. L'impact est donc grand pour les animaux. Je vais vous montrer quelques exemples de campagnes d'affichage sur la fourrure, par exemple. Celle de droite est une affiche qui date des années 80 et que nous avons réutilisée puisqu'elle est toujours aussi parlante aujourd'hui. À droite, vous voyez un poster réalisé en collaboration avec Jean-Claude Van Damme, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est belge. Qui a accepté de poser pour notre campagne contre... Je le dis parce qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'il est français, mais il est... En fait, il est wallon. Oui, mais il habite à Knock, en Flandre, à la côte flamande. Voici un autre exemple d'affiche de sensibilisation. C'est celle qui a été placardée dans les grandes gares ferroviaires en Belgique, pour attirer l'attention des citoyens sur le fait que la fourrure se retrouve aussi à des endroits moins évidents, comme les cols ou les manches des manteaux. Donc, elle dit un peu de fourrure, c'est déjà beaucoup trop. Dans la commune belge de Wervik, et je suis heureuse d'entendre que certains d'entre vous y étaient, à la frontière française, nous avons organisé une importante manifestation contre l'implantation d'un élevage de visons pour la fourrure. Il y avait environ 2000 personnes. Finalement, nous avons atteint notre objectif. La demande de permis a été refusée par les autorités. Et quand c'est bien, on le dit aussi. Donc, on organise aussi des actions positives.
Voici un bon exemple. En début d'année, le Parlement wallon a voté à l'unanimité l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure en Wallonie. C'était d'ailleurs la première décision du gouvernement wallon en matière de bien-être animal. Nous avons donc organisé une action symbolique pour fêter cette nouvelle loi. C'était l'occasion de remettre un vison en chocolat au ministre Di Antonio, qui est à l'origine de la loi. Donc je trouve que c'est très important de pas uniquement faire des actions négatives, mais aussi des actions positives. Celles-ci, bien sûr, sont un peu moins positives, mais ce sont quelques exemples de nos campagnes d'affichage contre le foie gras et la pratique du gavage des canards et des oies. D'ailleurs, la fiche que vous voyez, foie gras bouffe de sadique, elle a été refusée dans les gares belges et suite à ce refus, on a eu plein de publicités gratuites en fait. Et à chaque fois que c'est possible, on essaie également de proposer des solutions et des alternatives et de ne pas uniquement dénoncer un problème. Voilà un bon exemple. Depuis plusieurs années, Gaïa commercialise une alternative entièrement végétale au foie gras, qui est le faux gras de Gaïa. C'est un produit qui est désormais vendu chaque année dans pratiquement tous les supermarchés belges en période de fête. L'année dernière, pas moins de 185 000 pots ont été vendus. Le faux gras a fait aussi son entrée en France puisqu'il est distribué par la boutique Amonde Vegan. Mais cette année-ci, on espère être pour la première fois dans un supermarché en France aussi. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de mesurer l'impact de nos campagnes. C'est le cas du foie gras, pour lequel on demande chaque année à l'Institut Ipsos de réaliser un sondage auprès des consommateurs afin d'évaluer si nos campagnes de sensibilisation ont un impact sur la consommation de foie gras. Et selon un de ces sondages, la consommation a diminué de 11% en Wallonie en 2012. Et il faut savoir que le foie gras est surtout mangé en Wallonie, en Flandre, beaucoup moins. Et les images que vous voyez ici sont tirées d'un spot télévisé que nous avons diffusé pendant les fêtes. On y voit donc des passants en rue être invités dans une salle pour y déguster un toast au foie gras et un verre de champagne. Évidemment, c'était pas du vrai foie gras, c'était du faux gras. Et lorsqu'ils prenaient le toast en main, une vidéo se lançait pour montrer la méthode de production du foie gras. Gaïa mène aussi des campagnes pour améliorer graduellement les conditions d'élevage des poules pondeuses. Plus concrètement, nous nous efforçons de mettre fin à l'élevage des poules en cage de batterie. C'est un très bon exemple du double but visé par nos campagnes. D'un côté, nous sensibilisons les consommateurs sur la provenance des œufs qu'ils achètent, et de l'autre côté, nous faisons pression sur les supermarchés et les marques pour qu'ils modifient leur politique d'achat. Donc avec les affiches que vous voyez ici, on fait les deux en fait. Et on peut dire qu'on a atteint des résultats importants avec cette campagne qu'on appelle la campagne Boycott Cut. Actuellement, plus aucun supermarché belge ne vend des œufs frais issus d'élevage en cage. Et en outre, de plus en plus de marques alimentaires, mayonnaise, biscuits, de chaînes de restaurants et de supermarchés n'utilisent plus d'œufs de cage dans les produits qu'ils utilisent. Donc, les œufs, il y a les œufs frais, mais il y a aussi les œufs, bien sûr, qui se trouvent dans les biscuits et les sauces. Les manifestations sont aussi un moyen d'action qu'on utilise quand nous estimons qu'elles peuvent avoir un impact. Donc, on ne fait jamais des manifestations juste pour le plaisir de manifester. C'était le cas récemment pour réclamer l'étourdissement obligatoire des animaux avant l'abattage, sans exception pour les abattages rituels. Pour parvenir à ce résultat politique, nous avons notamment organisé une grande manifestation à Bruxelles en septembre dernier. Et il y avait près de 10 000 personnes qui ont participé. Donc, c'était en Belgique, en tout cas, c'était du jamais vu. Je pense pas que pour les animaux, on avait eu ce nombre de gens dans les rues. Vous voyez d'ailleurs ici Jean-Marc de nos côtés, comme d'habitude, oui. C'est une chanson de Claude François. Alors, le troisième volet de notre travail, important aussi, consiste à faire pression sur le monde des entreprises
c'est un autre aspect de notre travail, puisque les changements au niveau politique mettent du temps à être obtenus, comme je l'ai déjà dit. Et l'objectif est évidemment d'obtenir des engagements toujours plus importants en faveur des animaux. Nous le faisons par nos campagnes contre la castration chirurgicale des porcelets, contre le foie gras, contre l'utilisation des œufs de poule en cage. Et concrètement, nous demandons aux supermarchés de modifier leur cahier de charges. C'est un moyen efficace d'améliorer les conditions de vie de nombreux animaux plus rapidement qu'en passant par un changement de législation. C'est une stratégie qui se décline en deux parties. Premièrement, nous essayons de nous concerter avec les entreprises elles-mêmes pour les convaincre de répondre à nos demandes. Ensuite, si nécessaire, nous demandons à nos bénévoles, nos membres et tous nos sympathisants de relayer notre message pour les convaincre un peu plus. Donc, on lance des actions pour écrire. Et si nécessaire, on n'hésite pas non plus à mener des actions devant leur porte en bloquant l'entrée, enfin des actions symboliques non violentes, bien sûr. Pour revenir justement sur l'élevage des poules pondeuses, la stratégie de Gaïa s'est appliquée en plusieurs étapes. Gaïa a contribué à un accord en Belgique envisageant la fin de l'élevage des poules en cage d'ici 2024. Étant donné que la date butoir est trop loin, nous avons décidé de cibler les entreprises pour accélérer le processus. Donc, dans un premier temps, nous avons donc ciblé les œufs frais, tels qu'ils sont vendus dans les rayons de supermarchés. Et grâce à notre travail de pression, plus aucun supermarché belge ne vend désormais des œufs frais issus d'élevage de cage. Et puis la deuxième phase de cette campagne, celle-ci est donc actuellement en cours et elle cible donc les produits transformés comme les sauces, les pâtes, les biscuits. Par un effet domino, nous parvenons donc à convaincre régulièrement des entreprises comme on a fait avec Comea Casa, Lu, McDonald's en Belgique, Lidl, Soubry, enfin Leonidas, les pralines belges. En conclusion, on peut donc considérer que notre travail se décline en trois aspects. La pression sur le monde politique, la pression sur les entreprises comme les supermarchés et les marques, et la sensibilisation des consommateurs. La combinaison de ces différents aspects est très importante puisque chacun exerce une influence sur les autres également. Par exemple, une modification du comportement des consommateurs va avoir un impact direct sur l'offre des supermarchés et va faciliter un changement de loi également. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie pour votre accueil. Je n'ai pas moi prévu PowerPoint parce que les organisateurs m'ont demandé, en complément du travail de Anne, de vous expliquer la différence de situation entre la Belgique et la France. Donc les notions dont je vais vous parler maintenant sont beaucoup plus théoriques et ne peuvent donc pas être illustrées de la même façon. En outre, donc moi je suis président de l'association Animaux en Péril, qui est tout à fait complémentaire de l'association Gaïa. En fait, on travaille main dans la main en Belgique ensemble depuis pratiquement 25 ans finalement. C'est vrai qu'on est complémentaires dans le sens où Gaïa ne gère pas de refuge et c'est tout le travail remarquable qu'Anne vous a présenté. Depuis de nombreuses années, c'est devenu vraiment une association qui montre l'exemple, bien sûr, au niveau belge, mais au niveau international aussi. Les exemples qu'elle vous a montrés aujourd'hui ne sont qu'une partie de son travail, et c'est ce qui fait que le débat est rentré dans l'hémicycle au plus haut niveau, mais ça on en parlera un petit peu tout à l'heure, justement, par rapport à cette différence de culture et cette différence de traitement pour le monde politique vis-à-vis de la protection animale en Belgique. Mais le travail de notre association, c'est surtout la maltraitance spécifique, la maltraitance au quotidien. C'est-à-dire que nous gérons des refuges spécifiquement pour chevaux et animaux de ferme, et donc nous sommes en permanence sur le terrain pour sauver les animaux qui sont maltraités par leurs propriétaires, en collaboration bien sûr avec les autorités administratives et judiciaires. Voilà, mais je ne vais pas parler de ce travail-là aujourd'hui, je vais parler des différences notoires sur le terrain, puisque c'est finalement ce qu'on m'a demandé. Alors au niveau, donc il y a trois aspects, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect législatif, et puis il y a le travail de terrain qui est lié évidemment au travail judiciaire. L'aspect politique, Anne vous en a beaucoup parlé, mais je reviendrai sur toujours dans le cadre de ces différences, parce que effectivement les situations qu'Anne vous a présentées, qui ont évolué en Belgique, que ce soit sur les œufs, les animaux de cirque,
et sont des choses tout à fait spéciales, mais si elles ont pu être aussi, se passer de cette façon-là et évoluer dans un cadre finalement qui n'est pas lié à la confrontation, c'est grâce à un outil dont nous disposons en Belgique qui n'existe pas malheureusement chez vous en France, qui s'appelle le Conseil du bien-être animal. Alors jusqu'il y a peu, il n'y en avait qu'un seul, puisque le bien-être animal était régi par l'État fédéral, donc national. Maintenant, effectivement, en principe, il va y en avoir 3. Il y en a un en Wallonie qui va être mis en place dans les semaines qui viennent. Nous en ferons partie. La Flandre s'est déjà engagée à le mettre sur pied aussi. Et pour Bruxelles, ce n'est pas sûr encore, mais en principe, il devrait également suivre. Alors, qu'est-ce que finalement le Conseil du bien-être animal? Comme son nom l'indique, en fait, c'est un outil qui sert à conseiller. À conseiller qui? Conseiller le ministre compétent. C'est un outil consultatif. Il est clair que ce n'est pas un outil abolitionniste, c'est un outil welfariste, évidemment, parce que là, on parle d'amélioration du bien-être animal. Ce n'est pas un endroit, évidemment, où on milite pour l'abolition des animaux sauvages dans les cirques pour que les cages soient vides dans les zoos, mais c'est un travail complémentaire évidemment à celui-là, puisque l'abolitionnisme de mon point de vue c'est surtout pédagogique et philosophique, c'est-à-dire que d'un point de vue politique on doit évidemment rester dans l'acceptation d'une évolution lente, pas à pas, qui permet de faire changer les lois. Et du point de vue de l'animal, ça n'est évidemment pas opposable à l'abolitionnisme, en tout cas c'est mon point de vue, parce que du point de vue de l'animal, en attendant que sa cage soit vide, je dis bien en attendant, c'est toujours mieux évidemment que celle-ci soit plus grande et bénéficie de meilleurs équipements. Tout comme un prisonnier qui serait condamné à 15 ans de prison préférerait dans une cellule moins inconfortable qu'une cellule tout à fait pourrie. Enfin voilà, on peut en rediscuter après si vous voulez, mais toujours est-il que ce Conseil du bien-être animal est un outil finalement de paix sociale entre les associations comme les nôtres et le monde politique, parce que le principe c'est quoi? C'est de réunir autour de la table des gens du secteur, les protecteurs des animaux, ce que nous sommes évidemment, mais aussi les gens du secteur, à la fois les services vétérinaires, les producteurs, donc c'est-à-dire les agriculteurs, les représentants des fédérations de marchands d'animaux, donc vous voyez, on se retrouve autour de la table avec toute une série d'ennemis, les représentants scientifiques aussi, évidemment, et bien entendu l'administration. Mais quel est le rôle de ce Conseil du bien-être animal? C'est de trouver en fait des consensus justement entre ceux qui veulent beaucoup comme nous et ceux qui veulent absolument rien faire. Le but est d'obtenir effectivement des avancées mais qui font compromis, et à partir du moment où on arrive à obtenir ça, eh bien, le monde politique, pour lui, c'est très très facile parce que justement, il se base sur cet avis du Conseil du bien-être qui fait consensus entre les différents acteurs qui pourtant s'opposent, et c'est ce qui permet de faire évoluer la législation, de faire agrandir les cages, d'éliminer certaines espèces des listes positives de détention d'animaux par les particuliers, par exemple. Enfin, je vais vous en citer quelques exemples juste après. Mais l'intérêt de ça, évidemment, c'est qu'on arrive en Belgique, et c'est la grande différence justement avec la France, parce que vous nous connaissez, je pense, nous venons régulièrement soutenir nos amis français, particulièrement vis-à-vis de la corrida. On est souvent représentés et régulièrement nous demandent, mais finalement, pourquoi vous manifestez tant en France et vous le faites si peu en Belgique? Eh bien, la raison est simple, c'est qu'en Belgique, on doit finalement manifester peu. Vous avez des exemples où c'était vraiment nécessaire. On était dans cette politique d'opposition et de contestation dans les années 90, mais ça a changé grâce, entre autres, à l'outil dont je vous parle, parce que justement, on arrive à avancer sans devoir être dans cette contestation grâce à ces outils qui sont absolument fantastiques. Et pour les politiques, ça permet justement une espèce de parapluie de se dire, voilà, moi je propose cette loi, il n'y aura pas de contestation, parce que même s'il y en a, l'ensemble du secteur était représenté, et finalement c'est le véritable outil de paix sociale. Alors j'ai introduit le fil de mes idées, excusez-moi, mais je vais vous citer quelques exemples qui prouvent qu'avec des outils pareils, il y a moyen d'évoluer, et c'est vrai que si la France se dotait d'un outil comme ça, il y aurait moyen également de faire évoluer votre législation, parce que ce que nous on voit de l'extérieur, c'est que la protection animale en France, elle est extrêmement méprisée par le monde politique, et les associations, pourtant des associations très représentatives, même très puissante, je pense à la Fondation Bardot, mais je pense aussi au travail remarquable de l'association L214, qui font un boulot vraiment visible, un boulot intéressant, et un boulot qui pourrait finalement parfois aussi faire consensus, mais à cause de ce mépris du monde politique, les idées finalement n'évoluent pas. Et on voit à quel point des représentants de ces associations-là ont toutes les peines du monde à avoir ne fût-ce qu'une rencontre avec un haut personnage politique, alors que chez nous, Anne vous l'a prouvé par quelques photos. Encore il y a 3 jours, moi j'avais une conversation avec le ministre wallon du bien-être animal.
on les rencontre régulièrement. Des ministres ont donné des conférences de presse dans notre refuge. La semaine prochaine, normalement, le ministre vient encore inaugurer un bâtiment chez nous. Vous avez vu les 3 ministres invités chez Gaïa devant une assemblée de 600 ou 700 personnes. Il y a ces gens, en fait, le monde politique belge n'a plus peur de s'afficher avec des gens qui sont finalement des militants du monde de la protection animale, parce que quelque part, d'un point de vue culturel, c'est ancré dans l'esprit de la population. Les médias suivent, le monde politique suit, et c'est ce qui fait qu'on est un pays qui évolue. Mais je crois que c'est aussi quelque part culturel. Je ne vais pas m'écarter du sujet, mais nous, en tant que Belges, quand on voit qu'en France, il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour contester le fait que les personnes du même sexe peuvent se marier, on est mais totalement consterné. Je ne veux pas être méprisant, mais on a l'impression, quand on voit ça, que ce pays, le vôtre, est complètement arriéré. Je ne vous jette pas la pierre, mais pour nous, c'est tout à fait dingue. Parce que chez nous, c'est depuis 2002 que les homosexuels, que les gens du même sexe peuvent se marier ensemble. Et ils peuvent adopter aussi. Il y a personne qui est descendu dans la rue, absolument personne. Il y a 0 manifestation. Depuis plusieurs années, l'euthanasie est également permise dans un cadre législatif. On vient de voter l'année dernière en Belgique la même chose pour les enfants, dans un cas spécifique aussi. En France, on peut même pas en discuter. Je voyais récemment, je crois que c'était hier, on a le télévisé, ça fait 7 ans qu'un homme est dans son lit, il n'a pas droit à l'euthanasie parce que justement c'est pas prévu par votre code pénal et c'est une procédure extrêmement longue judiciaire pour juste arriver à mourir dignement. Donc je pense que ça influence aussi ce problème culturel, le fait que en France, c'est finalement, à part évidemment toute une série de gens qui le sont, mais je pense que culturellement vous n'êtes plus aujourd'hui un pays progressiste et plus un pays qui montre l'exemple sur les valeurs tout simplement humaines et de respect. Bon, je suis un peu écarté du sujet, mais je suis persuadé que c'est intimement lié à cela. Enfin, voilà, donc je reviens à mon conseil du bien-être animal d'un point de vue politique. Donc, pour citer quelques exemples, aujourd'hui en Belgique, les gens qui veulent vendre ou donner un chat sont obligés de le faire stériliser avant. Ça, c'est une loi qui émane du Conseil du bien-être animal. Donc, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai siégé dans ce groupe de travail pendant 3 ans. Mais on a réussi à avoir un consensus là-dessus. Les plus difficiles à convaincre, c'était les représentants des consommateurs, parce qu'ils siègent également dans ce conseil du bien-être, parce qu'ils considèrent évidemment un peu aux gens, stériliser leur chat, ça coûte cher, etc. Il y a eu ces périodes de transition. Aujourd'hui, on en est à une loi qui impose les gens de stériliser leurs chatons avant de les donner ou de les vendre. Et normalement, le ministre nous l'a promis, en tout cas en région wallonne, d'ici 2017, tous les chats wallons, en tout cas, mais je pense que le ministre flamand va suivre, devront obligatoirement être stérilisés en dehors de certains éleveurs agréés. C'est une révolution, hein, c'est au niveau européen, c'est tout à fait unique. Et ça, de nouveau, ça a été voté sans devoir descendre dans la rue, sans être dans la concertation, dans le cadre de ce travail, justement, au Conseil du bien-être animal. Un autre exemple, aujourd'hui, il y a des normes de détention pour les animaux, pour les chevaux et les animaux de ferme dans les prairies. Aujourd'hui, en Belgique, il n'est plus possible d'avoir un cheval dans une prairie l'été sans ne fût-ce qu'un arbre. L'ombre est obligatoire. Là, pareil, ça n'existe pas non plus en France. Il y a des législations qui émanent du Conseil du bien-être. C'est pas interdit malheureusement, on aimerait bien, mais sur les poneys de foire, les poneys de kermesse, en Belgique, c'est une exploitation qui est très encadrée, qui améliore les choses. C'est pas parfait, mais ils peuvent plus dormir dans les camions, par exemple. Sur les fêtes foraines en France, les poneys, la nuit, dorment encore dans les camions. Les chiens, les chats ne peuvent plus avoir les oreilles coupées. Les chats, c'était pas le cas, mais les chiens ne peuvent plus avoir les oreilles coupées, la queue coupée. C'est pareil pour les chevaux de trait. Tout ça sont des législations qui ont abouti grâce au travail du Conseil du bien-être. La liste est assez longue. Alors, c'est pas toujours si simple. Anne vous parlait tout à l'heure de la problématique de l'abattage sans étourdissement. Là, pour l'instant, on en est au même stade que vous. C'est un sujet évidemment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sensible d'un point de vue politique. Et malgré le travail qui a été mené, en l'occurrence par vous au Conseil du bien-être animal, il n'y a pas eu moyen d'avoir un consensus là-dessus, parce qu'il y a bien sûr les lobbies philosophiques dans ce cas-là qui sont intervenus, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plus lourds n'étaient pas les musulmans, mais étaient bien les juifs qui ont carrément quitté la table de la concertation. Donc il ne peut pas y avoir d'avis puisqu'il n'y a pas de consensus. Alors dans cette situation-là, eh bien on passe à autre chose, on passe à la contestation, à la pression politique. Et en principe, d'ici 2017, 2018, tout ça n'est pas encore
très très clair, mais on sent qu'il y a une volonté de la part en tout cas des ministres wallons et flamands. Pour Bruxelles, c'est un peu plus froid, je dirais, mais il y a une volonté de la part de ces nouveaux ministres, en tout cas, d'ici la fin de la législature, de faire en sorte que en Belgique, les animaux soient obligatoirement étourdis avant l'abattage. Donc, on parle pas d'abattage, enfin pas de rite, mais on parle bien effectivement d'étourdissement avant l'abattage. Alors, en vrac comme ça, parce que sinon je vais être trop long et on m'a demandé de faire un peu court quand même, vu le retard que ça a pris. Voilà, quelques différences notoires dans la législation, cette fois, entre la France et la Belgique. Ben, vous le savez, évidemment, en Belgique, on n'a pas de corrida. Il n'y a pas d'exception culturelle. La loi est la même pour tout le territoire. Il n'y a plus de combat de coq. Ça, on n'a même pas dû attendre la loi de 1986, qui est vraiment la loi de protection du 14 août 86, qui est la loi sur laquelle se base la protection des animaux en Belgique. Avant, nous avons des combats de coqs, mais ça, chez nous, c'est interdit depuis 1929. Par contre, il faut pas rêver. Les coquelets du sud de la Belgique passent la frontière et vont évidemment, avec leurs coqs, combattre dans les galodromes dans le nord de la France. Hein. Donc, le Belge moyen n'est pas nécessairement meilleur que... Enfin, en tout cas, le Belge qui veut faire souffrir les animaux, qui aime ça, profite effectivement du laxisme de votre législation. Évidemment, c'est à cause de vous qu'il y a encore des coquelets chez nous en Belgique. Les animaux sauvages dans les cirques, Anne vous en a parlé, les norbes dans les eaux. La vente des animaux de compagnie, ça c'est vraiment important. Et là, on est vraiment en avance aussi au niveau belge. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de vendre des animaux de compagnie dans les lieux publics, sur les marchés. Même, par exemple, vous avez ces fameuses foires aux chiots, le salon du chiot. Tout ça, c'est pas possible chez nous en Belgique. Il y a bien sûr toujours des expositions canines des chiens adultes, mais ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de vente. Mais aujourd'hui, même un refuge d'ailleurs, par exemple, je dis pas que c'est mauvais pour la SPA, mais par exemple, en tant que refuge, nous ne pourrions pas organiser une espèce de foire de l'adoption en dehors de l'endroit où on se trouve, parce que les animaux de compagnie ne peuvent être vendus que dans les lieux en dur, bien sûr, agréés, qui est le lieu d'exploitation. C'est impossible de délocaliser en fait la vente des animaux de compagnie. On ne parle pas bien sûr des foires agricoles, vous en doutez. La législation sur les petites annonces, le gros problème, et particulièrement avec l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, est un véritable problème pour cette circulation de publicité en ce qui concerne tous les animaux de compagnie. Eh bien, en Belgique, on a déjà une loi qui est relativement sévère, mais qui va se durcir, en tout cas en région wallonne, dans les mois qui viennent, où il sera pratiquement interdit, en fait, de publier des annonces, même sur Facebook. Un éleveur amateur ne pourra même plus, sur sa page Facebook, dire, voilà, je vends des chiots. Alors bien sûr, à mettre en œuvre, ça sera très compliqué, on s'en doute, mais il y a une volonté légale que ça soit comme ça. Et là encore, on est en train, bien sûr, donc de prendre de la vente. Voilà. Alors Anne n'en a pas parlé, mais on a aussi une loi qui est quand même très intéressante sur la détention des animaux par les particuliers. Moi, j'ai été distrait, mais je crois que ça n'a pas parlé de la liste positive. Donc, ça ne concerne pour l'instant que les mammifères, et on espère bientôt que ça concernera également ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, donc essentiellement évidemment les reptiles. Mais au niveau des mammifères, donc en ce compris les rongeurs, en Belgique, il n'est plus possible aujourd'hui pour un particulier de détenir des animaux assez exotiques. Il n'y a plus que 42 mammifères, pour moi c'est toujours trop, c'est évident, hein, mais il y a une liste de 42 mammifères qui sont autorisés à la détention. Donc aujourd'hui en Belgique, c'est totalement impossible d'acheter un singe par exemple, les fous évidemment n'en parlons pas, et s'il devait être importé illégalement, il serait immédiatement saisi. Un particulier ne peut pas avoir un certificat de détention. Contrairement à la France, effectivement, les particuliers peuvent demander, bien sûr, qu'ils doivent respecter toute une série de normes, mais c'est toujours possible de détenir un animal exotique, un mammifère en France, alors que chez nous, ce n'est pas possible. Bien sûr, c'est pas valable, vous vous en doutez, pour les zoos. Alors, indépendamment des exemples que je vous ai donnés, où là c'est la législation qui concerne telle ou telle activité, on a également une législation de base qui est la loi du 14 août 86, qui est assez longue, je ne vais pas vous la lire, mais pour le travail sur le terrain, à savoir en ce qui concerne les animaux maltraités, cette fois souvent par les particuliers, on ne parle pas là de l'exploitation des animaux dans l'industrie, comme Anne vous en a parlé. On a deux articles essentiellement, qui est l'article 1, qui dit que nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, légitime défense par exemple, à des actes non visés par la présente loi qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. En résumé, cet article 1 interdit à jamais l'organisation justement de combats de coqs, de corridas, etc., etc. Chez nous, on ne peut même pas faire courir des ânes, par exemple, même sans cavalier, c'est interdit aussi. On peut pas faire des courses d'autruches, c'est interdit aussi chez nous. Donc la liste est vraiment très très longue de toutes ces dispositions qui sont assez en avance sur la loi française. Et alors on a l'article 4 qui est le plus important, qui est celui dont on se sert nous le plus sur le travail sur le terrain.
c'est que toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques, éthologiques, son état de santé et son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. Alors évidemment, ça reste vague, et autrement dit, c'est soumis à l'interprétation. Et l'interprétation de qui? Les services d'inspection vétérinaire. C'est plus ou moins équivalent à ce qui se passe chez vous, où vous avez le service, je crois, qui s'appelle la DSV, je pense. Chez nous, il y a des cellules donc, du bien-être animal qui sont des inspecteurs vétérinaires, mais qui ne font que ça. C'est vraiment leur travail à temps plein. Ils ne sont pas assez nombreux, mais ça a vraiment le mérite d'exister. Donc toute la journée, ils ne font qu'une seule chose, c'est de se rendre en fait dans tous les lieux qui ont été signalés généralement par des associations, mais par les particuliers eux-mêmes, qui vont constater les animaux potentiellement maltraités. Alors ça se fait chez vous aussi, heureusement d'ailleurs, mais chez nous il y a une différence et qui est assez... j'en parlais au téléphone hier avec mon ami Christophe Marie, directeur de la Fondation Bardot, et il me disait, c'est vrai, parce qu'eux saisissent aussi beaucoup d'animaux, on devrait avoir un outil pareil. Parce qu'en France, vous êtes toujours, comme chez nous, mais avant 2002. Avant 2002, lorsqu'un animal était saisi par les services d'inspection vétérinaire, ou même par le parquet, donc le procureur de la, équivalent du procureur de la République, il fallait toujours attendre un jugement d'un tribunal correctionnel qui donnait une destination définitive à l'animal saisi. Souvent, était donné en propriété à l'association qui l'avait saisi. Chez vous, c'est pareil. Mais ce jugement arrivait 6 mois, 1 an, 2 ans. On a connu des cas où c'était 4 ans, parce qu'on a aussi le problème de l'arriéré judiciaire en Belgique aussi. Ce qui veut dire que ces animaux devaient rester obligatoirement dans les refuges jusqu'à obtenir ce jugement. Alors pour les gros animaux, c'est pas trop un problème parce qu'ils sont placés plutôt rarement à l'adoption, mais pour les chiens et les chats, c'était un véritable problème parce que finalement ces chiens devaient rester au refuge pendant plusieurs années en attendant d'avoir un jugement qui donnait la pleine propriété en vue d'une adoption. Alors ça c'est fini depuis 2002 et heureusement d'ailleurs, et c'est vraiment fantastique, c'est que maintenant les inspecteurs vétérinaires peuvent saisir l'animal qui est maltraité et peuvent donner eux-mêmes, sans attendre un jugement, donc c'est une décision administrative, une destination définitive de l'animal, qui est dans la majorité des cas la propriété donnée à l'association, ce qui permet à l'association d'avoir la garantie que l'animal ne sera pas rendu, et surtout, effectivement, surtout dans le cas des animaux de compagnie, de pouvoir être mis à l'adoption et libérer de la place, évidemment, dans les refuges. Ça, c'est une différence administrative qui est vraiment intéressante. Il me reste 3 minutes 5 Oh, ça va, dans 3 minutes, j'ai fini. Donc, voilà. Et alors, comment ça se passe donc sur le terrain au niveau de ces maltraitances? Parce qu'on a aussi quand même encore un outil qui existait déjà, mais qui était peu connu, et grâce à notre nouveau ministre, Carlo Di Antonio, j'ai quand même le cité, ministre wallon, qui est ultra dynamique en Wallonie. Donc, les particuliers s'adressaient pratiquement depuis toujours aux associations, qui finalement n'ont que le pouvoir de faire du lobby, de signaler les cas de maltraitance, et surtout en tant que refuge agréé, d'accueillir les animaux saisis maltraités. Ça, globalement, c'est comme chez vous. Mais maintenant, il y a un outil en ligne qui était un véritable formulaire de dénonciation, qui a d'ailleurs été un peu critiqué par certaines personnes très attachées à la non-délation. Ça faisait un peu, oui, mais bon, les voisins qui dénoncent leurs voisins, etc. Oui, c'est un fait, c'est un outil comme ça. Mais en même temps, pour l'animal, c'est peut-être quand même bien que ça existe. Donc c'est assez simple. Vous allez en ligne sur le site du ministère de l'Environnement et du Bien-être Animal et Wallon. Vous avez un formulaire de dénonciation d'animaux maltraités. Donc les gens peuvent remplir en ligne un formulaire en disant à tel endroit, il y a un animal maltraité, et ils sont même pas obligés de se faire connaître. Enfin, ils doivent se faire connaître, mais leur identité, la confidentialité de leur identité est gardée. Alors c'est assez miraculeux parce que depuis le 1er janvier, je l'ai appris cette semaine d'ailleurs par le ministre lui-même, il y a déjà eu 1000 cas, 1000 formulaires remplis depuis le début de cette année. Alors c'est sûr, c'est aussi un outil qui permet à n'importe quelle personne d'emmerder son voisin, c'est évident. Mais en même temps, ça permet aux gens d'oser dénoncer ce qui se passe, et quand ça permet de sauver des animaux, finalement c'est pas si mal, même si c'est vrai que ça reste un peu particulier. Parce que beaucoup de gens avant n'osaient pas non plus prévenir la police, et c'est pour ça qu'ils avaient tendance à passer par des associations, mais ils n'osaient pas toujours nécessairement le faire. Donc ça c'est une différence qu'on a aussi avec la France. Alors au niveau judiciaire, j'ai quand même terminé par une note positive pour vous, cette fois, parce qu'on n'est pas les meilleurs pour tout, c'est évident. C'est sur l'aspect judiciaire, et je conclurai avec ça. C'est que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est plutôt positif. Mais par contre, en aval de tout ce que je viens de vous dire, il y a un vrai problème, parce que déjà, les condamnations qui sont prévues lorsque vous maltraitez les animaux sont beaucoup plus faibles que chez vous. Chez vous, où on risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. En Belgique, c'est seulement 11 000 € d'amende maximum, et encore, ça c'est en cas de récidive.
et jusqu'à 6 mois de prison et 1 an en cas de récidive. Autrement dit, en Belgique, alors que chez vous c'est déjà arrivé, jamais personne n'a été en prison parce qu'il a maltraité un animal, étant donné qu'en dessous de 3 ans, parce que les prisons sont aussi pleines, et à partir du moment où vous n'êtes pas condamné à plus de 3 ans de prison, vous ne prestez pas. Donc ça c'est un peu dommage, on réclame effectivement, et surtout pour les actes de cruauté gratuite, que la loi soit plus sévère. Mais de toute façon, ça sert quand même pas à grand chose, parce que malheureusement, autant il y a une dynamique vraiment exceptionnelle d'un point de vue politique, autant la dynamique judiciaire, elle est quasiment au point mort. Nous, en tant qu'association de protection animale qui accueillons tous les animaux maltraités, on se constitue systématiquement en partie civile contre les propriétaires malveillants. Dans l'immense majorité des cas, le parquet, donc l'équivalent du procureur de la République chez vous, classe les affaires sans suite. Alors, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle des citations de règles. Je vais pas rentrer dans les détails, après on aura un avocat peut-être qu'on en parlera. Et ça déforce évidemment notre action. Mais en plus, même quand on arrive à faire condamner, malheureusement, les juges sont extrêmement indulgents. Et avec des multirécidivistes aussi, alors qu'ils ont un outil qui existe, qui est l'article 40 de la loi de 86, qui précise qu'un juge peut condamner une personne à une interdiction temporaire ou définitive d'une ou plusieurs catégories, voire toutes les catégories d'animaux. On l'obtient parfois, cette condamnation, mais c'est assez rare. Parfois, c'est même surréaliste. C'est que dernièrement, nous avons réussi à faire condamner un personnage chez qui nous avions saisi des chevaux. Le juge a estimé qu'il fallait faire application de l'article 40, mais il a limité l'interdiction de détention aux poules et aux chiens. Chercher l'horreur, quoi, alors que ce gars avait encore des chevaux. Donc parfois aussi chez nous c'est ridicule, parfois aussi chez nous c'est absolument lamentable. Malheureusement, les ministres du bien-être animal ont peu de pouvoir, parce que c'est la séparation des pouvoirs, c'est pas le même ministère. La justice en plus dépend toujours du fédéral et non pas des régions, et le ministre du bien-être animal est également ministre de l'environnement, mais pas ministre de la justice. Donc c'est là que le bas blesse vraiment chez nous. Au point de vue politique, c'est pas mal. Sur le terrain avec les services administratifs, c'est globalement bon, mais en aval, pour réussir à faire condamner, ça c'est carrément mauvais. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mon timing. Merci pour votre attention en tout cas.